Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Faisons-leur davantage confiance, libérons la créativité et l'énergie du terrain. En même temps qu'il annonçait donc une accélération du déconfinement, c'était le 15 juin 2020, Emmanuel Macron, ce sont ses paroles, avait visiblement l'intention de changer de braquet. Mais qu'en est-il 1 an et demi plus tard? Ça fera sans doute l'objet des questionnements de ce débat, car les réseaux de villes, les échanges entre les territoires à l'œuvre aujourd'hui ne sont-ils pas l'expression d'un besoin de plus d'horizontalité? Le pouvoir loin des capitales, c'est le dernier débat de ces 11e tribunes de la presse. Il est animé par Didier Pourquerie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir aux personnes qui nous suivent sur Internet. Je rappelle à ceux qui nous suivent en visio qu'ils ont un chat disponible en bas de leur écran à droite pour poser les questions qui seront recueillies par Alain ici présent. Il y aura aussi des questions de la salle bien entendu. Ici, maintenant nous allons parler, en fait on a beaucoup parlé du pouvoir depuis 3 jours, mais là on va parler de l'exercice du pouvoir. Exerce-t-on le pouvoir dans les territoires, dans ce qu'on appelle les territoires maintenant, comme on le fait ailleurs, au gouvernement, à Paris, etc. La proximité, qui est toujours soulignée, permet-elle aux exécutifs des régions, départements, villes ou métropoles d'agir avec davantage d'efficacité? Peut-on encore parler de proximité, d'ailleurs, à l'heure, on verra ça, des métropoles peuplées de millions d'habitants et des régions de la taille d'un pays? Pour répondre à ces questions, nous avons donc avec nous Alain Rousset. Bonjour. Je rappelle, pour ceux qui nous suivent notamment sur Internet, que vous êtes bien sûr président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que vous avez été, puisqu'on parle de pouvoir, député de la Gironde de 2007 à 2017, président du Conseil régional de l'Aquitaine depuis 1998 et président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine depuis 2016. Vous avez été aussi, si on voit tous les niveaux auxquels vous êtes intervenu, conseiller général, conseiller départemental, on dirait aujourd'hui, et maire de Pessac. Dominique Bussereau, bonjour. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée des départements de France. Après 50 ans d'engagement et de mandat politique, vous avez été plusieurs fois ministre et durant 13 ans à la tête du conseil départemental de Charente-Maritime. Laurent Davzy, bonjour. Vous êtes économiste des territoires, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Économie et développement des territoires. Et dans votre dernier ouvrage, L'État a toujours soutenu les territoires, paru en mars dernier au Seuil, petit livre rouge, vous discutez des constats largement relayés par les médias depuis la crise des Gilets jaunes, comme quoi il y a eu des territoires abandonnés de l'État. Alors, on va commencer par vous, Laurent Davzy. Le Premier ministre actuel, Jean Castex, évoque souvent le mot territoire. Il en parle très souvent. Ses relations avec les régions et les départements sont mitigées, on peut le dire. Ceux-ci réclamant toujours plus de moyens et de marge de manœuvre pour mieux répondre aux besoins des Français qu'ils côtoient tous les jours. Mais en même temps, peut-on parler de territoires abandonnés par l'État ? On a peu de temps, donc la réponse est non. Non. C'est un peu court. Autre question? Non. Non, c'est un sujet, on a entendu ça partout. Tout le monde a dit l'État abandonne les territoires. D'abord, on ne sait pas trop ce qu'est l'État. L'État, c'est compliqué. On pense que c'est le gouvernement, mais c'est plus que ça. Si on voulait effectivement protester contre le fonctionnement de l'État actuel ou contre féliciter pour le fonctionnement actuel, il faudrait aller dans les cimetières, mettre des fleurs ou cracher sur les tombes. En fait, on est piloté par des hommes morts. C'est-à-dire, c'est une fabrication de très longue période qui a abouti à notre système actuel, qui est un système dans lequel on a une part de mutualisation qui est absolument extraordinaire, gauche-droite confondue. Ça a monté, quand on vous dit 57%
enfin, la dépense publique et sociale représente 57% du PIB aujourd'hui. Ça vous donne une petite idée de quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis 30 siècles, hein, en termes de mutualisation. Et ça, c'est, grosso modo, c'est l'État, la sécurité sociale, etc. Donc ensuite, si on prend l'État lui-même, le gouvernement, on va dire, l'État central, est-ce qu'il a... Non plus. Si on regarde toutes les... Alors, je vais être bref, et on prend quelques indicateurs simples. Hein. Si on prend, par exemple, l'emploi public. Dans la dizaine d'années qui a suivi la crise de 2008, l'emploi privé était à zéro. On n'a pratiquement pas augmenté l'emploi privé. La seule progression de l'emploi, ça a été l'emploi non marchand, public. Social, sanitaire, éducatif et en partie administratif. Seul. Si vous prenez au niveau des territoires, si on parle des territoires, prenons les départements, on pourrait, si on avait du temps, on pourrait détailler. Vous n'avez que 4 départements en France où l'emploi non marchand, l'emploi public, l'emploi qui rend du service public, a reculé. Et ces 4 départements, ils ont au total une réduction de leur population de l'ordre de moins 12% dans le même temps. C'est des départements en déprise complète. Moins 15% d'emploi, mais seulement moins 1% l'emploi public. Et ils sont 4. Si vous prenez les départements qui ont perdu de la population dans la même période, il y en a 14-15. Dans tous ces autres départements, l'emploi public a augmenté. Donc ce n'est pas parce que la population diminue que l'emploi qui sert la population a reculé. Si on prend l'emploi de santé, alors c'est un grand sujet, je pense qu'il y aura des questions, tout le monde a hurlé, la crise de Covid a montré l'échec absolu d'une politique d'économie, etc. C'est pas vrai. On peut discuter les modalités de l'ambulatoire, le fait qu'on a fermé 100 000 lits, c'est vrai, on a fermé 100 000 lits d'hôpitaux, mais c'est pas parce qu'on ne voulait pas soigner les gens, c'est parce que du coup on les renvoie chez eux, on les opère, on dit tu rentres chez toi. On a des méthodes qui ont changé. Mais dans le même temps, on a eu plus de 100 000 embauches nettes dans le secteur hospitalier. Les dépenses d'hôpital public ont augmenté plus rapidement que le PIB ou que le revenu dans la même période, ou que la population. Et France Stratégie, que vous connaissez peut-être, qui est un organisme très indépendant, même s'il est sous la coupe du Premier ministre. Il sort des rapports, parfois même insolents, hein, d'ailleurs, d'une grande indépendance. Ils ont sorti un rapport sur les dépenses de santé en France. Elles font du rééquilibrage territorial. On soigne mieux les gens. On a plus de moyens mis dans les territoires dits périphériques que dans les territoires centraux. Et d'ailleurs, on l'a payé cher parce que le Covid a tapé sur les territoires centraux, justement. Et là, on était moins équipés, on avait moins de morbidité, donc moins de services hospitaliers. Donc là encore, c'est quand même extraordinairement discutable de parler de... Si on prend les dépenses scolaires, on dépense plus d'argent par élève dans le Massif central, dans la région à Guéret, je me tourne vers Alain Rousset, on dépense plus d'argent par élève à Guéret qu'en Île-de-France. Donc ça, là encore, France Stratégie, l'INSEE l'ont montré depuis très longtemps. Alors le problème qui se pose, et après je me tairai parce que je vais manger mon temps, le problème qui se pose, c'est pas de savoir si l'État... Est-ce que l'État est un salaud qui coupe les vivres? Non, c'est pas vrai. Tous les chiffres qu'on a le montrent, des chiffres indépendants. Mais pour autant, est-ce qu'on donne le même service à tout le monde? Et moi, j'ai eu une discussion un peu vive une fois avec une sénatrice de la Creuse et qui voulait pas croire qu'on servait mieux l'éducation dans la Creuse qu'en Île-de-France en y mettant plus d'argent par élève. Et je lui ai dit, mais non, on ne sert pas mieux. On met plus d'argent par élève, ça ne veut pas dire qu'on sert mieux. C'est pas parce que vous mettez plus d'argent que c'est mieux. Parce qu'en fait, la question, c'est la densité. C'est-à-dire, effectivement, on met plus d'argent par élève parce que les classes sont plus petites. Alors, ça peut être avantageux du point de vue pédagogique. Mais en fait, de façon générale, si vous prenez, par exemple, les médecins, il y a dans le monde rural français d'aujourd'hui, il y a plus de médecins, je parle des communes rurales, il y a 1 médecin pour 1000 habitants. En Île-de-France, c'est 0,9. Donc, il y a plus de médecins. Le problème, c'est qu'il y en a 40 fois moins en médecins par kilomètre carré. Et idem pour les dépenses d'éducation. Donc le juge de paix, le juge cruel, sur la question du service, de la présence de l'État sur les territoires, c'est pas tel ou tel gouvernement de droite qui voudrait économiser l'argent ou de gauche qui serait plus généreux. Non, c'est ce qui va déterminer la présence, c'est la densité. Et même si vous avez des variables, parce que moi je dis partout, on met plus d'argent par habitant sur tel et tel sujet de politique publique, c'est la pure vérité, mais on met beaucoup moins d'argent par kilomètre carré ou par hectare. Mais si on voulait établir la vraie justice, la vraie égalité territoriale, la seule égalité territoriale, c'est une égalité en moyens par kilomètre carré.
il faudrait non plus 57% du PIB, il faudrait, je me suis amusé à le calculer d'ailleurs, il faudrait 160, 170% du PIB. Alors vous allez dire, impossible n'est pas français, on est déjà à 57, on peut faire un effort et monter jusqu'à... Bon, ça veut dire qu'on ne peut pas. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie. Cette question, l'inégalité territoriale, il est impossible d'y répondre véritablement, parce qu'effectivement, c'est la densité, à moins de remplir les territoires ruraux, de remplir les territoires périphériques de population, auquel cas, effectivement, il y aura équilibrage. Alors, c'est intéressant cette approche à la fois par le budget, mais aussi par la création d'emplois publics, etc. Comment vous réagissez à ça, Alain Rousset? C'est-à-dire la manière dont l'État distribue un certain nombre à la fois d'emplois, mais aussi de budget. Je connais bien le discours de M. Davezy là-dessus. Malheureusement, d'une part, le ressenti sur les territoires n'est pas celui-là. Et d'autre part, le problème, je pense, n'est pas celui-là non plus. Ce n'est pas le nombre d'emplois d'État qui est important. Il peut l'être. Mais c'est, je dirais, la compétence, l'ingénierie qui est capable de redresser, de revivifier le centre-bourg d'une commune, qui est capable de régler le retournement d'une entreprise tout en haut de la Creuse, à la Courtine, par exemple. Et donc, moi j'ai envie de poser le problème en termes de qui est responsable de quoi. Je vous donne un exemple. Quand la grande région se constitue, le président de la République qui passe par là décide qu'en Creuse, il y aura, qui devait être un des 4 départements que vous avez cités, à un moment donné, décide de faire un plan Creuse. Dans le même temps, j'avais demandé à l'INRA, à la partie économique de l'INRA, de me dire, de faire une analyse, pourquoi la Creuse avait ce sentiment, quels étaient les problèmes, quels étaient les dossiers, etc. Donc qu'est-ce que fait l'État? Il demande à un sous-préfet de faire un catalogue des opérations qui étaient dormantes. Dans le même temps, nous, avec les compétences qui sont les nôtres, on regarde cette analyse de l'INRA. Qu'est-ce que dit l'INRA? Les gens ne se parlent pas. Paradoxalement, avec toute l'armature publique, le maire a des difficultés à parler aux agriculteurs, à parler aux chefs d'entreprise. Et cette façon du pouvoir vertical de la France d'isoler les partenaires, alors qu'en fait c'est les partenaires, et que ce que portent les régions, la mienne notamment, c'est plutôt la co-construction des politiques publiques. Eh bien, aujourd'hui, le plan de l'État, depuis 5 ans, n'est accompli que sur 10%. Ça veut dire quoi, 10% 10% du montant total qui avait été fixé, un peu moins de 100 millions d'euros, il n'y en a que 10% de fait. Voilà. Pourquoi? Parce que chacune des opérations a besoin de 5 ou 6 partenaires. Donc le temps que tous ces partenaires se mettent d'accord pour refaire une école, faire une piste cyclable, faire un centre culturel, refaire la piscine de Guéret, etc., ça prend des années. Et la temporalité de la décision publique dans le modèle que l'on connaît en France est considérablement allongée. Parce que la volonté, c'est de disperser les pouvoirs. Et le coût est bien entendu explosé, parce que plus vous attendez pour réparer une piscine, par exemple, qui est essentielle pour apprendre à nager, pour les gamins, etc., le prix est doublé. C'est la même chose pour refaire les voies ferrées. Donc on en est là, si vous voulez. Qu'est-ce que fait la région par rapport à ce que dit M. Davezy? On a le lycée de Felletin. Felletin, ça parle à tout le monde. Le lycée des maçons de la Creuse. Ce lycée devait fermer s'il était resté dans l'ancien Limousin. On rénove ce lycée, on y met plus de 40 millions d'euros. Il attire du monde de toute la France. On en fait le point focal du lycée des patrimoines. On en fait une université à la campagne. Même s'il y a une baisse des élèves, on investit.
Parce que quand le ministère de l'Éducation voit qu'il y a une baisse des élèves, certes, il ne supprime pas toutes les classes, mais il les baisse. Et les lycées ou les écoles ferment. Nous, on prend le problème à l'envers. Comment on dynamise ce lycée et comment on en fait le point pour la grande région des compétences du patrimoine. On a un vrai problème. Moi, je suis, par rapport à cela, alors j'enjambe ce que dit Laurent Davzy, mais je pense que dans notre pays, tant qu'on ne saura pas qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui se dote en termes publics des compétences d'ingénierie, d'ingénieurs, de connaissances, on ne réglera pas ce problème. Dominique Bussereau, comment vous réagissez aux chiffres qu'a donné Laurent Davzy? Parce que c'est intéressant, c'est assez contre-intuitif parfois. Donc allez-y. Je réagis en 4 points. Premièrement, attention à la ficelle médiatique et politique qui est devenue le terme territoire. Et je le dis alors que j'étais encore il y a 2 mois président des départements de France, parce que vous allez voir dans la campagne présidentielle, ça va fleurir. La République des territoires, la France des territoires, de l'extrême droite à l'extrême gauche, passant par tout le reste, on va nous mettre du territoire dans tous les sens et parfois de manière un peu démagogique. Donc attention, territoire c'est très important, je les défends, mais attention à ne pas en faire un outil un tout petit peu démago. Deuxième point, le poids de l'État ne cesse de grandir. Lorsque nous étions, il y a quelques années à peine, étudiants en première année de Sciences Po avec Alain, rue Saint-Guillaume, on nous apprenait quelles étaient les 3 premières puissances publiques dans le monde. L'armée rouge chinoise, l'armée rouge russe, les chemins de fer indiens et le ministère de l'Éducation nationale français. Aujourd'hui, 50 ans après, Alain, on peut le dire presque, c'est l'armée rouge chinoise, toujours les chemins de fer indiens et toujours le ministère de l'Éducation nationale français. Bon. Donc, on voit bien que l'Allemagne, qui n'a pas de ministère de l'Éducation nationale, mais qui a des diplômes nationaux, le bac, l'abitur, les diplômes universitaires, qui laisse les régions gérer le système, ça n'empêche pas l'Allemagne de former d'excellents universitaires, d'excellents ingénieurs. Le temps de l'État également est très lourd. Quand on décide avec Jean-Pierre Raffarin à Matignon en 2003 de faire un projet sur lequel on s'est beaucoup battu avec Alain, qui est la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, on décide en 2003, un comité interministériel d'aménagement du territoire, et on l'inaugure en 2017. Ce qui est encore un miracle, parce que tout le monde s'est mis pour financer, le public, le privé, les collectivités. On avait un investisseur qui était intéressé à tenir les délais. Vous voyez, le temps est extrêmement long. Ça, c'est l'État. La centralisation, parallèlement à ce poids et au temps, continue de progresser. On s'est un peu battu, les régions, les départements, les maires, contre les gouvernements récents, parfois contre les gouvernements anciens, parce qu'on voyait le poids de la centralisation augmenter. Par exemple, on nous disait il faut que vos dépenses de fonctionnement n'augmentent pas de plus chaque année, au moment où l'État laissait ses budgets s'envoler et les déficits du budget de l'État s'envoler. J'étais ministre du budget, j'ai présenté un budget qui n'était pas en déséquilibre, j'en étais fort gêné qui est en déséquilibre, mais ce que présente aujourd'hui le ministre du budget, c'est un océan par rapport à mon lac de l'époque. Donc la centralisation a augmenté et les textes votés, qui se préparent à être votés actuellement, par exemple la loi 4D ou 4D, 5D, je ne sais plus à force de D, c'est un placebo sympathique et agréable que les collectivités acceptent avec plaisir. Enfin, c'est pas la décentralisation de fer ou la décentralisation Raffarin. On est dans le cosmétique. Et enfin, pour prendre un exemple pratique, un dernier exemple, la crise du Covid. La première moment où on était tous enfermés chez soi avec 1 heure de sortie journalière. On se parlait toutes les semaines au téléphone, les départements de la région, etc. Et il a fallu quasiment qu'on fasse tout. Et on ne savait rien. Moi, je suis entré en guerre un moment contre le directeur de l'autorité régionale de santé. Il y avait eu dans un EHPAD en Charente-Maritime 14 morts dans une ville de 5000 habitants.
sans que le maire de la commune, et l'EHPAD était situé en cœur de ville, le président de département que j'étais, qui avait la co-responsabilité des EHPAD avec l'ARS, le préfet, et allons-y jusqu'au bout, le ministre de la Santé lui-même, personne n'était au courant. Il y avait 14 morts quelque part dans un quartier central en bord de Charente, près de Rochefort, et personne n'était au courant. Voilà. Donc, quand nous nous battons pour les territoires, c'est aussi quelque part une critique implicite, non pas du rôle de l'État, mais du fonctionnement au quotidien de l'État. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce que je disais au départ sur l'efficacité. C'est au cœur de. On sent, messieurs, que c'est au cœur de votre préoccupation. C'est-à-dire, oui, il y a peut-être du budget, ou il y a peut-être des règles qui sont lancées ou des plans qui sont lancés. Mais comment tout ça va être efficace? Alors, restons sur le plan de l'efficacité, Alain Rousset, avec cette idée que la proximité, et vous le personnifiez assez souvent, la proximité, c'est la clé de l'efficacité. Sauf que, si je veux être un peu provocateur, comment vous gérez en proximité une région qui est grande comme la Hongrie, et qui va guérir à... Je préfère la comparaison avec l'Autriche. Ou avec l'Autriche, d'accord, avec l'Autriche, d'accord. Oui, vous vous sentez mal en patron hongrois, je peux vous comprendre. Donc, grand comme l'Autriche, et qui va, en plus de guérir à Bayonne, etc. Donc, comment ça se fait, la proximité, comment vous arrivez à la gérer, ça? C'est physique. Hein. Hier, j'étais à Villeneuve-sur-Lot. Fumel, etc. Mais vous n'êtes pas tout seul, en plus. Non, je n'étais pas tout seul. Il y avait les équipes. On a un ingénieur qui s'occupe, parce que c'est une zone très difficile. On a nommé des ingénieurs un peu comme j'ai pu l'être un temps dans une vie antérieure pour le ministère de l'Industrie, pour retourner des territoires, accompagner des entreprises. Donc on a une présence à la fois compétente et une présence physique. Vous restez la journée, le lendemain, sur le territoire. Et on prend les choses en main. Vous savez, j'ai découvert il y a peu un texte de Michel Rocard qui signait sous un pseudonyme, le pseudonyme de Servet, en 1966, 43 pages, auquel, à part la logorée du PSU de l'époque, il n'y a rien à enlever. Le titre que je suggère en relecture à Laurent Davezy s'appelle « Décoloniser la province ». Décoloniser la province. Donc c'est quoi? C'est désinfantiliser, responsabiliser, faire en sorte que l'horizontalité dont vous parliez tout à l'heure puisse être dynamique et efficace. Et c'est cela, on est le seul pays, pardon de le dire, ça peut choquer certains, on est le seul pays à mélanger encore déconcentration et décentralisation. On est le seul pays où l'État lance, parce qu'il y a une ministre ou un ministre, je ne sais plus, 200 millions d'euros pour les pistes cyclables. Oui, il faut faire des pistes cyclables, mais est-ce qu'on a besoin de l'État pour les faire? Et deuxièmement, par rapport à cette inquiétude sur les services publics, d'où sont nés les grands services publics? Ils sont nés de la base, pas du sommet. Peut-être que la résistance, le Conseil national de la résistance, a fomenté dans l'ombre la sécurité sociale. Mais les vrais services publics, ceux des handicapés, l'invention des incubateurs, des pépinières d'entreprises, comment cela s'appelle pour les jeunes là, des emplois, les missions locales pour l'emploi, tout ça c'est né de la base. Les services publics naissent de la base. Après, ils peuvent être repris au niveau national. Et donc, on a un travail, nous-mêmes d'ailleurs, de responsabilité à faire, à prendre les choses en main, voilà, à assumer, sans que forcément on se tourne toujours comme le Graal vers papa ou maman État. Il y a d'ailleurs, et Dominique Bussereau peut en témoigner, cette propension de nos propres collègues élus que si on n'a pas la présence du préfet, du sous-préfet ou de je ne sais pas qui, c'est pas une bonne inauguration. Ben voilà. Hier ou avant-hier, j'ai inauguré ce que j'avais souhaité, qui était la réhabilitation du fameux cimetière des oubliés à Cadillac, hein, où les soldats en burn-out de la guerre de 14 sont enterrés. J'ai voulu le faire.
De la même manière que je veux faire aujourd'hui une école vétérinaire à Limoges, parce qu'on ne forme que 48% des vétérinaires qui travaillent en France. Voilà, donc il faut qu'on se prenne en main. Il y a la critique est à double sens. Mais il y a un tel intérêt, vous savez, c'est le syndrome de Stockholm, que tout le monde connaît, hein, et nous sommes dans ce syndrome de Stockholm. Voilà, donc il faut qu'on arrive, il faut que le gouvernement, il faut que les majorités, les présidents de la République choisissent entre déconcentration et décentralisation. Laurent Davzy, sur cette histoire de taille des territoires et d'efficacité, quelle est votre vision d'économiste des territoires? Est-ce qu'il y a par exemple une taille optimale? Est-ce qu'il y a des critères de ce type-là qui peuvent exister? Alors, il y a deux choses. Il y a la taille d'un territoire géographique, économique, social, et il y a la taille d'un gouvernement local. C'est pas la même chose, c'est deux problématiques différentes. Alors sur la première, sur les territoires, il y a eu effectivement des gens qui ont parlé de territoires, de taille optimale des territoires de soviétiques, hein, notamment, trouvé qu'effectivement la taille était 200 000. Voilà, que je vais être un soviétique. 200 000, on s'arrête absolument. Bon, c'est de la couillonnade. Il n'y a pas de taille optimale. Tant qu'une ville rapporte plus qu'elle coûte, il faut continuer à la développer. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la théorie générale, Paul Krugman, la métropolisation, etc. Enfin, je dirais que les économistes aujourd'hui, alors on peut discuter, hein, mais ce que les économistes maintenant s'entendent à dire, c'est que effectivement, c'est dans des territoires qui sont des territoires extrêmement denses, très peuplés, avec énormément d'actifs, avec beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, que les marchés fonctionnent le mieux, et que donc l'économie marche le mieux. Et la vérité, quand on regarde par exemple la France, je parlais tout à l'heure des variations de l'emploi. Il y a eu, sur les 10 années terribles, hein, après la crise de 2008, il y a eu 7-8 départements qui ont continué à créer de l'emploi privé, et pas plus. Hein. Et c'est effectivement Paris, les Hauts-de-Seine, la Gironde, la Haute-Garonne, c'est les quelques départements métropolitains. Donc en fait, la taille des territoires, la densité des territoires, aujourd'hui, c'est même presque excessif la façon dont les experts en parlent. Moi, on m'accuse tout le temps d'être le chantre des métropoles. Non, pas du tout. C'est qu'on observe que c'est... Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas? C'est une autre affaire et c'est pas le débat d'aujourd'hui. Ça serait intéressant d'en parler d'ailleurs. Donc ça, alors pour les gouvernements, c'est une autre affaire. Taille des gouvernements. Alors d'abord, dans l'histoire, faut pas rêver. D'abord, nous n'avons aucune théorie, on n'a pas de philosophie politique autour de la décentralisation. Vous avez tout ce que vous voulez sur la démocratie. Vous pouvez remonter Aristote, Platon. Ils détestaient la démocratie d'ailleurs. On dit sur les démocraties anciennes, Socrate était un antidémocrate avéré. Et jusque Montesquieu, Amartya Sen, etc. On a plein de théories sur la démocratie. On n'en a aucune sur la démocratie, l'exercice décentralisé du pouvoir. Un système de pouvoir à plusieurs niveaux de gouvernement, démocratique en plus. Hein. Moi, j'ai fait un rapport pour Terra Nova qui est disponible en ligne, qui n'est pas très bon d'ailleurs, je dois avouer, mais enfin qui donne des éléments d'information intéressants. J'ai regardé sur l'ensemble des pays européens actuels, il n'y a pas deux systèmes de décentralisation qui se ressemblent. Donc vous ne pouvez pas dire il n'y a pas des groupes. On peut dire qu'il y a les fédéraux, les unitaires. Oui, mais enfin, il n'y a pas véritablement de vraies tendances qui se dégagent. Il n'y a pas de doctrine. Donc c'est très compliqué. Il faut jouer intelligemment, mais il faut pas se tromper. Le système décentralisé, c'est quelque chose qu'on doit fabriquer. C'est quelque chose. Il n'y a pas d'abac, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de. Donc ça évolue. Alors ensuite, la taille des territoires, ça joue beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, la Grande Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, a plus de possibilités, même si les budgets régionaux sont quand même incroyablement réduits. Je ne sais pas si c'est ce que Alain Rousset voulait dire tout à l'heure en parlant de maturité. Enfin, vous avez 3 COPEC. Mais vous êtes une administration d'action. C'est-à-dire vous avez la chance, par rapport aux autres niveaux d'administration, y compris le conseil départemental, d'être une administration d'intervention. Mais avec très très peu de moyens. Vous avez plus de moyens quand vous avez une grande région qu'une petite région. Si je donne 10 € par habitant à des communes, ils vont faire des bordures de trottoirs. Si je donne 10 € par habitant à une région, ils vont faire des routes. Ils vont avoir des actions. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais il y aura des actions effectivement sélectives, stratégiques. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un grand territoire qu'un petit territoire. Ne vous y trompez pas. À la Révolution française, quand il a fallu créer les départements, vous vous en souvenez,
la BCIS avait sorti son cahier d'écolier, la France. Vous trouvez sur Internet la carte. Moi, je l'ai l'ordinateur de la France découpée par CIS. Alors, ses copains lui ont dit, attends, t'es fou, il faut faire un truc qui ressemble un peu aux distances et tout. Et donc, ils ont fabriqué la carte des départements. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la Constituante? Ils ont dit mieux vaut 81 roquets que 9 dogs. Il y avait 9 dogs qui étaient des provinces dangereuses, puissantes. Ils ont dit, oh là là, il faut casser ça. Et on va faire 81 départements, c'est-à-dire des roquets qui ne mettront pas en cause le... Et donc, si vous prenez dans l'histoire de la décentralisation, je pourrais revenir à Clisthène, mais vous allez me couper la parole. Clisthène, premier découpage de centralisation d'Athènes, fondateur de la démocratie, quand Clisthène découpe les dèmes à Athènes, il le fait pour emmerder l'aristocratie qui ne voulait pas de la démocratie. C'est pour casser, effectivement, les féodalismes. Et donc il y a une histoire très compliquée de la taille des territoires. Il faudrait des heures et des heures pour le déployer. Mais je répète, on n'a pas de doctrine. Donc ça veut dire que quand vous êtes à la tête je dis ça pour mes voisins, en fait, quand vous êtes à la tête d'un gouvernement de ce type-là, il faut être intelligent. Voilà. Faut agir, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Alors, Dominique Bussereau, je vais parler au picto charentais que vous êtes. C'est une question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais que je vais quand même vous poser. Quand le Poitou-Charentes a rejoint la grande région, vous avez pensé quoi? Vous avez pensé que ça allait être plus efficace ensemble? Alors moi j'ai pensé d'abord qu'on n'aurait plus la présidente sortante. Non mais ça, je mets ça. Mais j'étais pas tout seul. C'était pas que la droite et le centre qui le pensaient. Bon, c'est juste pour détendre l'atmosphère, c'est l'heure de la sieste. Non. Et j'ai milité tout de suite, toutes les forces politiques d'ailleurs, de gauche comme de droite, et d'ailleurs des 4 départements, y compris, on parlait de Guéret, de Felletin, mais il y a encore plus loin, il y a Thouars, Parthenay, qui sont vraiment dans la grande banlieue d'Angers, de Nantes, qui auraient pu avoir envie de se tourner vers les Pays de la Loire. On a tous eu envie de se tourner vers Bordeaux et vers la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette métropole bordelaise avec son image, son attractivité, sa puissance économique. Et puis parce qu'on avait le sentiment qu'on ferait plus de choses dans un grand ensemble. Alors après, il y a eu la surprise du chef, c'est que dans la nuit, à 3 h du matin, le président Hollande nous a rajouté le Limousin, qui voulait aller ni avec l'Auvergne, ni avec le centre Val-de-Loire. Et nous, on s'est battus pour la Nouvelle-Aquitaine. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que tous les niveaux ont leur pertinence. Permettez-moi de les prendre en quelques mots. Oui. La région, parce qu'en effet, elle peut monter des grands projets, des grandes infrastructures, et avoir la responsabilité du développement économique, être capable d'agir, même si elle a des budgets trop faibles au niveau économique et de porter des niveaux économiques. Le département n'est pas mort. On a cru que les départements allaient mourir, et même un ministre est devenu sénateur qui avait parlé de les dévitaliser, pourtant il n'était pas dentiste professionnellement, mais le fait que justement il y ait ces très grandes régions a redonné une pertinence économique et d'aménagement du territoire, pertinence sociale naturellement, aux actions des départements. Et ensuite, tous les niveaux ont leur intérêt. C'est la grande mode en France, le curé de mon village appelé les technoconos, de dire il y a trop de communes en France. Il y en avait 36 000, avec les fusions de communes, il y en a à peu près 35 000. Fusion sur le volontariat, la loi de 71 de Raymond Marcellin, qui était fondée sur le préfet qui fusionnait, n'a pas marché. On continue même de défusionner des communes nées de la loi de 1971, là on est passé à 35 000. Toutes ont un intérêt. Moi, je me rappelle une anecdote, quand j'étais jeune député, plein d'espoir, je vais dans une commune, pas très loin d'ici, au sud de la Charente-Maritime, donc proche de Libourne, 50 habitants. Et à la goule enfarinée, comme on dit chez nous, je dis au maire, alors quels sont vos projets pour la mandature? Le type me regarde, et il me dit, on va faire des toilettes à la mairie, parce que la secrétaire de mairie est obligée d'aller faire pipi dans le champ derrière. Bon, ça paraît ridicule aux fameux technoconos. Mais le fait, dans cette commune de 50 habitants, d'avoir un lieu où on peut venir faire ses papiers, à l'époque on pouvait encore les faire sans Internet, discuter, poser des problèmes, régler les affaires même personnelles, c'est très important. Et j'ai dit au maire, mais comment vous faites pour la voirie? La voirie, on achète un camion de cailloux, une fois par mois, tout le conseil municipal, bénévolement, va refaire les chemins, et après on fait une grande bouffe tous ensemble. Bon. J'ai vu des maires
athées militants à l'ancienne, au Père Combes, à la loi de 1905, passer leur dimanche à refaire leur église, eux-mêmes, avec des habitants de la commune, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre des entreprises. Et je me dis que si cette entité aussi petite communale n'existait pas, tout ce patrimoine, tous ces chemins entretenus, pour empêcher les incendies de forêt dans le sud de la Charente-Maritime, etc., tout ça ne se ferait pas. À condition ensuite de pouvoir porter des projets mutualisés. Et cette même commune, elle est dans une communauté de communes que Alain Rousset connaît bien, 130 communes, une des plus grandes de France, qui a été capable de bâtir un circuit automobile, de créer le thermalisme, un centre de congrès, de maintenir les petites communes pour la vie quotidienne et en efficacité intercommunale, avec le soutien du département, de l'ex-région Poitou-Charentes et maintenant de la région Nouvelle-Aquitaine, de bâtir des projets d'ampleur. Donc, je pense que, contrairement à ce que pensent beaucoup de technocrates parisiens, la diversité, la complexité de la carte administrative française au niveau des collectivités est une chance pour notre pays, un immense bénévolat d'hommes et de femmes, les élus locaux, et une immense capacité d'agir que d'autres pays n'ont pas. Et les Allemands regrettent souvent, quand on discute avec eux, la réforme communale qui a été faite en Allemagne et qui a supprimé un grand nombre d'entités communales. Avant de passer la parole à Laurent Navzy, à nouveau, je voudrais quand même... vous avez omis un niveau, qui est les métropoles. Si vous voulez, parce qu'il y a un gouvernement qui a créé 22 métropoles, ce qui est absurde. Comme Orléans et Tours étaient devenus métropoles parce que son Tours métropole, Orléans était fâché, on a failli avoir Châteauroux, Vierzon, Bourges, Issoudun. Ça fait plaisir à André Léniel, mais et je m'en réjouis, mais bon, voilà. On est allé beaucoup trop loin dans la définition de la métropole. Bordeaux, ici, c'est une métropole. Toulouse, c'est une métropole. Il y a des vraies métropoles qui sont à l'échelle européenne. Regardez, Lyon, c'est une métropole, mais c'est dans le 69 qui est un tout vrais département. Oui, mais attendez, ce qu'on a fait à Lyon est assez intelligent. On a fait à Lyon une métropole qui a repris les compétences du département. Voilà. C'est ce que je voulais qui est une métropole avec les compétences du département. Mais dans les monts du Lyonnais, à l'ouest et à l'est de la campagne lyonnaise, on a maintenu un département du Rhône qui assure la solidarité territoriale que la métropole n'assurait pas. L'erreur qui a été faite avant 2017, malheureusement, c'est pour faire plaisir à tout le monde, de donner le titre métropole à tous ceux qui le demandaient. Certaines métropoles n'en ont que le nom et n'en ont pas la puissance. Il y a en réalité une dizaine de vraies métropoles à l'échelle européenne et mondiale, mais surtout européenne, dans notre pays. Laurent Navzy, vous souhaitiez intervenir. Un petit mot, c'est simplement pour aller dans votre sens. Les Britanniques qui ont réduit le nombre de collectivités locales de façon incroyable, ils sont ramenés à quelques centaines, ils en reviennent. C'est-à-dire ils recréent des collectivités de base, des parishes, des paroisses en fait. Parce qu'ils ont effectivement, ils se sont rendus compte que ça manquait, cet échelon de la petite commune, la communauté finalement. Et donc ils remettent ça un peu en selle. Pour finir, pour le dernier tour de table, j'avais envie de vous entendre sur une question un peu... D'abord, qu'est-ce qui vaut mieux en France ? Dominique Bussereau, vous qui avez été ministre, vous le rappeliez tout à l'heure, et patron des départements, est-ce qu'il vaut mieux être, en termes d'efficacité, je reste toujours sur l'efficacité politique, à la tête d'une collectivité territoriale importante, et vous gérez le quotidien des citoyens, et voilà, c'est tout ce que vous avez dit, ou être ministre et laisser une loi, une réforme à votre nom? Si vous voulez, oui, M. Navzy dit les deux. Oui. Je regrette par exemple que le président Hollande n'ait pas nommé Alain ministre de l'Industrie. C'était une erreur fatale pour l'industrie française. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui connaissait comment on faisait du développement économique local et qui l'aurait appliqué au niveau national. Mais le pouvoir ministériel est un pouvoir de la lenteur. Bon, alors, je ne parle pas au ministère du budget, j'ai été à peine un an. Là, vous avez du pouvoir parce que vous emmerdez le monde en coupant les crédits de vos concitoyens et de vos collègues ministres. Mais bon, c'est un ministère de pouvoir. J'ai été ministre de l'Agriculture. Michel Rocard, qu'on citait tout à l'heure, disait toujours c'est un petit Matignon. C'est vrai que le ministère de l'Agriculture s'occupe de la pêche, il a le deuxième système éducatif français, s'occupe de la forêt, de l'agroalimentaire. Bon, il y a une dimension européenne, parce qu'en réalité, on passe la moitié de son temps à Bruxelles ou à Luxembourg, la politique.
agricole est complètement européenne et la politique de la pêche est complètement européenne. Au transport, on peut faire des réformes. Jean-Yves Le Drian, courageusement, en 92, avait fait la réforme des dockers, qui a redonné un peu de peps à nos ports. J'ai fait la réforme de la manutention, avec le soutien d'ailleurs de Jean-Yves Le Drian. Et on a bien vu l'impact que ça a eu dans le fonctionnement de nos ports, même si on n'a pas encore atteint le développement des grands ports belges, des grands ports allemands ou espagnols ou néerlandais. On peut faire des choses. Mais en termes de... Comment dire ? Est-ce qu'on peut parler de plaisir en politique ? Oui. En termes de plaisir personnel, c'est bien sûr le mandat local. J'ai été maire d'une commune de 5000 habitants, à côté de Royan, qui s'appelle Saint-Georges-de-Didonne. Vous êtes maire de 5000 habitants, vous connaissez tout le monde. Tout le monde vient vous voir. On vient vous voir pour des trucs qui n'ont rien à voir, le divorce, les études du petit, la licence de taxi, bon, très bien. Mais quand vous décidez de faire une classe nouvelle à l'école maternelle, à la rentrée suivante, vous voyez les enfants qui rentrent dans la classe. Et l'école, la classe, elle a été construite. Quand vous êtes président de département, j'ai été pendant 13 ans, déjà le temps long pour construire un collège ou un lycée à la région, il faut 4 ou 5 ans. Voilà, donc si on veut véritablement être efficace, c'est soit il faut être aux manettes quelque chose dont on peut faire vite. Je pense que dans une commune, on peut faire vite. Oui. Dans un département, on a de l'argent, pas seulement pour les dépenses sociales, on peut agir et on a besoin de grandes régions. C'est pour ça que moi j'ai approuvé cette réforme du président Hollande. On a besoin de grandes régions parce qu'on n'ira pas en TGV jusqu'à Toulouse et j'espère demain jusqu'en Espagne si la région n'est pas là pour faire bouger les choses. On parlait du temps et donc Alain Rousset, vous avez souligné tout à l'heure le poids très important du temps, l'importance du temps, c'est-à-dire qu'il peut être décidé au niveau de l'État un certain nombre de choses, mais on a l'impression qu'au niveau d'une région ou d'un département, les élus, les responsables maîtrisent mieux leur temps. Est-ce que c'est vrai, ça ? Le temps de l'action. Vous êtes en relation permanente avec vos concitoyens. Vous savez, si on reprend le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, j'en ai reçu beaucoup, c'était souvent des problèmes très quotidiens. J'habite à Blaye. Si je veux prendre mon boulot à Bordeaux à 8h30, il faut que je sois avant 6h30 pour traverser le pont d'Aquitaine. Et le temps de trajet est plus long que le temps de travail. Qu'est-ce qui manque ? Il manque un car express qui roulerait sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, mais là, ça passe par la DREAL, par la préfecture, par Vinci, et on n'arrive pas à décider. Ou alors, il faut 4 ou 5 ans, ce qui provoque des colères. De la même manière, on vote des lois contre les passoires thermiques. C'était un représentant de commerce qui avait loué une maison à Blaye avec des factures énergétiques considérables et qui n'arrivait pas à faire appliquer la loi. Donc on voit bien que quand je dis décoloniser la province, c'est aussi que l'État se rapatrie sur ses compétences régaliennes. Prenez la justice qui est présente sur le plan territorial. Mais alors il y a des efforts qui sont faits récemment, sur la sécurité aussi, sur la recherche, il faudra aller beaucoup plus loin. Mais le fait de savoir qui fait quoi, avec les ressources qui vont avec, hein, je suis d'accord avec Laurent Davezy sur les moyens des régions. Hein. Nous, on est jumelés avec le Land de Hesse en Allemagne, même population. Le Land de Hesse a 38 milliards de budget. Nous, on a 3 milliards de budget. Ça paraît énorme, mais c'est dérisoire par rapport aux pouvoirs régionaux dans toutes les autres régions. Donc il faudrait qu'il y ait ce vrai changement. Efficacité, c'est aussi, comment dire, le fait que, même si notre territoire est grand, vous avez toujours une remontée d'un élu, d'une vice-présidente, d'un vice-président, même pour les arrêts des bus scolaires. Même pour les arrêts des bus scolaires, puisque c'est la région qui maintenant s'en occupe. Et bien, la vice-présidente qui est à Limoges, elle va intervenir. Sur le plan du développement économique, ça va être un vice-président qui s'occupe de toute autre chose, mais qui va faire remonter les dossiers. La notion de proximité, c'est aussi une notion d'origine physique, géographique, d'un territoire qui permet à chaque fois de ressourcer
toutes ces actions et de dire attention mon grand, t'as oublié ça. T'as oublié ça, là. T'as oublié cette boîte. T'as pas fait attention que le centre médical pluridisciplinaire, on a oublié de faire des logements pour que des jeunes toubibs viennent en stage et qu'ils y reviennent après. C'est tout cela aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette itération permanente entre... il y a 6 millions d'habitants, c'est la plus grande région, certes, et il faut qu'on ait des politiques régionales. Il ne faut pas qu'il y ait du saupoudrage, mais sur chacune de nos politiques, on a à la fois de la compétence des techniciens, plus techniciens d'ailleurs, plus ingénieurs que technocrates, ce que disait Dominique tout à l'heure, et en même temps une forme de proximité physique. Vous ne pouvez pas... Alors certes, le président de la République, les ministres du gouvernement là, vont partout, n'arrêtent pas de se déplacer, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil de passer une journée à Villeneuve-sur-Lot que de venir 1 heure à Villeneuve-sur-Lot pour inaugurer je sais pas quoi. La relation personnelle n'est pas du tout la même. On vous a bien entendu sur l'aspect... reprenons, excusez-moi, mais je voudrais vous relancer là-dessus, sur la personne de Blaye qui ne peut pas aller... Qu'est-ce que la région peut faire pour l'aider? Du jour au lendemain, à partir du moment où on me donne... où on fait une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute pour faire que le car mette 1 heure, je mets le car du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Parce que la demande, c'est aussi... Il y a une ligne ferrée. Sauf que réouvrir une ligne ferrée, Dominique Bussereau a été ministre des Transports, il sait que ça prend des années. Parce que c'est très demandé, ça. Oui, mais on s'en occupe. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Non, mais c'est parce que j'habite en Sud-Gironde et que j'ai un petit peu de mal à venir à Bordeaux, c'est pour ça. On va développer le train parce qu'on oublie, on a beaucoup oublié que le train qui était fantastique, fin du 19e siècle, puis le siècle suivant, permet de rentrer en ville sans embouteillage. Oui, ça, en ce moment, c'est pas mal. Il y a un dernier point avant de passer la parole sur lequel j'aimerais bien, juste pour avoir une petite provoque de plus, le cumul des mandats, vous en pensez quoi, vous? Laurent d'abord, Laurent Davdy d'abord. Parce que vous avez peut-être entendu, il y a une proposition de loi au Sénat qui parle de relancer le cumul des mandats. Si vous voulez, c'est le chat qui se mord la queue et inversement. Moi, j'ai été un affreux cumulard. J'étais un député maire, parfois même en plus conseiller général, comme on disait à l'époque, etc. Et donc, quand on a fait voter la fin du cumul des mandats, je me suis dit, finalement, c'est pas mal, ça va spécialiser un peu chacun dans son rôle. Le résultat, moi, j'ai laissé faire, hein, j'étais député de l'opposition, donc j'avais pas ma voix au chapitre pour faire que cela l'emporte. Quand j'observe, mais je me suis dit, c'est de bon sens. Les Français étaient pour, globalement, dans les discussions qu'on avait avec eux. Ce que je vois maintenant, moi j'ai été aussi près de 20 ans député, hein, ce que je vois maintenant à l'Assemblée nationale, moi au Sénat, parce qu'il y a des amortisseurs dans l'élection des sénateurs, c'est, quelles que soient les qualités des hommes et des femmes qui siègent à l'Assemblée dans tous les groupes, c'est souvent qu'ils sont hors sol. Moi, je l'ai vu dans mon département. Si je ne donne pas des informations à tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique, sur ce qui se passait pendant le Covid, etc., ou sur tous les grands projets, etc., ils n'en ont pas. Et donc, ils ne sont pas considérés par les maires comme un des leurs parce qu'ils ne sont pas maires, par les conseillers départementaux, régionaux comme un des leurs parce que peu le sont. Voilà. Donc, si vous voulez, le résultat... Ça part d'une bonne idée démocratique. Le résultat n'est pas terrible. Comment le corriger? Je ne suis pas sûr que la proposition de loi du Sénat arrive. Moi, j'ai une idée qui m'a valu une grande engueulade de M. Monory à l'époque, président du Sénat. J'ai vu qu'Édouard Philippe la reprenait dans un de ses bouquins. Alors, ça va faire plaisir au président de la région. C'est de dire les présidents de région, les présidents de département, Madame le maire de Paris,
Monsieur le Président de la communauté métropolitaine de Lyon et Madame la Présidente de la communauté métropolitaine de Marseille sont sénateurs pour la durée de leur mandat. Le jour où ils ne sont plus présidents de région, présidents de département, ils ne sont plus sénateurs. Et on élit, parce que tout ça ne fait pas la composition du Sénat, Bien sûr. On élit le reste des sénateurs à la proportionnelle régionale, ce qui permettrait l'accès des formations d'extrémistes que je n'aime pas, mais qui existent, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui pourraient, par la proportionnelle, avoir quelques représentants au Sénat. Mais c'est lié à la fonction, et le jour où la fonction s'arrête, le président de la Nouvelle-Aquitaine ou la présidente de la Charente-Maritime qui m'a succédé n'est plus sénateur pour le président de la région Aquitaine et n'est plus sénatrice pour la présidente de la Charente-Maritime. Ça pourrait être une solution intermédiaire. Laurent Davzy, vous êtes plutôt pour le cumul des mandats, vous ? Je rappelle que je pose ces questions en termes d'efficacité. Je ne vais pas prendre trop de temps. Oui, moi, depuis le début, quand on a commencé à dénoncer le cumul des mandats, je ne suis pas militant politique. Moi, j'ai considéré que non. Je travaille beaucoup sur les territoires. Et effectivement, selon que vous regardez avec les lunettes du maire, les lunettes du conseiller général, les lunettes du conseiller régional ou les lunettes du ministre, le même territoire, ce n'est pas les mêmes problématiques. Et c'est important que notre personnel politique ait cette vision multiscalaire. Donc j'étais contre l'abolition du cumul des mandats. Et vous, Alain Rousset ? Pareil, pour 3 raisons. Première raison, je ne comprends pas que, alors certains ne veulent pas l'appeler ainsi, le métier politique ne soit pas un métier exercé avec efficacité, avec l'expérience. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une expérience d'un charpentier, d'un plombier, et qu'il n'y aurait pas l'expérience d'un maire, premièrement. Parce que c'est pas simple. Deuxièmement, ça pose un problème aussi sur le rôle, c'était le thème de cette saison, du politique, enfin de la politique et du politique. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger aussi sur le fait que quand le politique est un nénuphar, n'a pas d'expérience, alors c'est la technocratie qui prend le pouvoir, sans responsabilité aucune. Il y a une illusion de responsabilité, mais on voit bien qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une expérience, alors j'aime pas trop le mot politique, mais de l'action publique, c'est important. Ce que dit Dominique, c'est l'exemple du Bundesrat en Allemagne, alors d'une autre manière, mais c'est le modèle allemand. Alors, qui pourrait très bien aller avec un modèle de réelle décentralisation, en ce que les Français sachent bien qui fait quoi, donc qui est responsable de quoi, parce que l'exigence des Français, c'est de pouvoir taper sur les doigts, engueuler, jeter à une élection telle ou telle, mais si on ne sait pas vraiment qui fait quoi, comment voulez-vous que les choses se passent? Et je pense qu'un des problèmes que nous avons avec une grande critique plutôt libérale, il y a trop de dépenses publiques. D'abord, je ne le sais pas. Je vois qu'il n'y en a pas assez sur le plan de la recherche, que c'est mal, notamment sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice, mais surtout parce que notre pays, sur le plan administratif, est truffé de doublons, voire de triplons, de quadruplons, etc. Tandis que s'il y avait des équipes, des collectivités dédiées à telle ou telle compétence, Dominique parlait tout à l'heure de la compétence sociale. Ce n'est pas la même chose de s'occuper des compétences d'un département sur les jeunes, sur les mineurs isolés, sur les EHPAD, etc. Et nous, de nous occuper aussi, ou notamment des entreprises. Ce n'est pas la même chose. Et il est impératif, non pas que les pouvoirs publics se musclent en termes de nombre, mais se musclent en termes de qualité et de compétences. Pourquoi la France a pris tant de retard sur le plan industriel, à laisser délocaliser, à donner les clés du camion aux grands groupes, et notamment aux grands groupes financiers? Parce que les pouvoirs publics ne savaient pas comprendre une entreprise et le développement économique. C'est aussi simple que ça. Oui. Donc c'est une question de compétences. On a le temps de prendre peut-être 2 questions, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Donc la règle restera la même jusqu'à la fin. Vous levez la main pour avoir un micro et poser une question. Ça y est, je vois des mains qui se lèvent.
En ligne sont surtout arrivées beaucoup d'attentes et d'espérances sur beaucoup plus de décentralisation, de pouvoir près du terrain, d'horizontalité, de vie, de participation des citoyens. Il y a une seule question qui relève un peu de la prospective. Hier 22 régions, aujourd'hui 13, demain 5, 6, Est-ce que sans compter les docteurs. Est-ce que la concentration des régions va continuer, c'est ça? Oui. Non, je pense que... Non, il faut... Non, mais ma réponse est non. Résolument, définitivement non, et je m'exprime au nom, je crois, de beaucoup de formations politiques. À un moment donné, était passé dans la tête de cette majorité d'aujourd'hui de défusionner. Hein, mais l'augmentation, non. Merci pour la réponse courte, Président. Tout en haut, des questions ou quelque part déjà un micro? Oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Oui. Une question sur les transports, puisque vous avez parlé de relations entre les territoires. Je voudrais juste savoir où on en est de l'état d'avancement de la ligne Pau-Canfranc, Monsieur Rousset, et si vous pouvez nous assurer qu'elle sera terminée avant la fin de votre mandat, et également de l'état d'avancement des LGV qui se dirigeront vers Toulouse et de l'autre côté vers Bayonne. Et je vous assure que la question n'a pas été téléguidée. Non, Pas du tout. Je peux en témoigner. Oui, ça sera terminé. Les choses avancent bien dans un couple, d'ailleurs, qui est région-Europe. L'Europe va financer 50% de on n'a pas parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas assez, je crois, parlé de l'Europe dans le découpage. Alors, sur la deuxième question, sur la LGV, l'Europe a tensé le gouvernement français parce qu'il y a quelques années, Dominique n'était plus ministre des Transports à ce moment-là, il y a eu le rapport Duron, donc on a un peu plié les Gaules en France sur les lignes à grande vitesse en disant mais il faut mettre le paquet sur les petites lignes. Avec deux problèmes. Premier problème, le gouvernement français met moins d'argent sur les lignes ferroviaires que l'Angleterre, pourtant un gouvernement libéral, et que l'Allemagne, avec un gouvernement conservateur aussi. Hein. Donc il y a ce premier problème. Oui, ça va se faire. Le Premier ministre l'a ressorti. L'Europe va participer au financement. Nous aussi, on pourrait penser qu'on revienne à un plan de financement un peu comme celui qu'avait proposé Dominique Bussereau à l'époque, c'est-à-dire que l'État soit à 60% et les collectivités à 20%. On nous demande de mettre autant que l'État. Donc ça, c'est vrai que ça tousse un peu dans les rangs, mais on va y arriver. Merci, et merci à tous les trois pour ce bon débat. Il y a encore une question? Une toute dernière là-haut, monsieur. Ah, oui, d'accord, désolé. Alors, faites vite. Moi, il y a juste un petit point, c'était par rapport à quand l'État récupère les compétences des régions. Par exemple, là, la gestion de la carte grise, avant, c'était un pouvoir d'un département ou d'une préfecture. Ça fonctionnait très bien. Et on a mis en place un système complètement centralisé avec une gestion faite par Capgemini qui a fait qu'au final, il y a une concentration de la gestion des cartes grises et en fait un problème pour avoir la gestion de cartes grises qui pose un gros problème alors qu'avant ça fonctionnait. Oui, bien. comment on gère la centralisation, apparemment la centralisation des cartes grises. Les cartes grises ont toujours été gérées par les services des préfectures. Des préfectures. Après, on avait une part. Hein. Non, ce qui s'est passé dans ce gouvernement, c'est la recentralisation de l'apprentissage qui se fait au bénéfice des grands groupes qui gardent leur taxe d'apprentissage plutôt que cette taxe d'apprentissage ruisselle sur les PME et TPE et artisans. Et la théorie du ruissellement est chère, alors on a dit. Et voilà, le grand groupe ne ruisselle plus sur les artisans qui embauchent 70% des apprentis. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Et vous restez là. Merci beaucoup.